Eh oui, ça fait longtemps que vous l'attendiez celle-là. Salut, comment ça va les passionnés? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester enfin l'iPhone 14. Donc aujourd'hui on va parler tout d'abord de l'écran, puis du design. Après on viendra sur la partie photo et vidéo. On parlera aussi du prix. Et enfin je vous donnerai certaines astuces sur le choix d'un achat possiblement de cet iPhone. S'il faut l'acheter ou non. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. On commence d'abord avec l'écran. On est ici sur un écran OLED de 6.1 pouces en Retina avec une luminosité maximale de 2000 nits. Alors autant vous dire que en plein soleil, vous allez très bien le voir cet iPhone. Comme je vous l'avais dit, vous n'avez pas cette impression de mal voir votre téléphone et ça c'est vraiment très cool quand on est dehors ou quand on est à la plage, ce que je vous conseille pas de faire parce que ça peut rayer l'écran de votre iPhone. Mais en tout cas cet écran est super lumineux, ça fait vraiment plaisir. Cet écran, c'est pas nouveau, a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça a déjà été sur les anciennes versions, le 13 Pro. Très clairement, je vais passer vite là-dessus, mais c'est incroyable. Vraiment incroyable, c'est d'une fluidité 2 fois plus élevée forcément à un iPhone par exemple 14 qui lui sera en 60 Hz. Ici on est sur du 120 Hz en maximum, mais bien sûr ce taux de rafraîchissement est adaptatif. Cette fois-ci il ne varie pas entre 10 Hz et 120 Hz contrairement à l'iPhone 13 Pro, mais il varie entre 1 Hz et 120 Hz pour pouvoir avoir ce magnifique Always on Display. On a donc un écran d'une fluidité phénoménale. C'est vraiment impressionnant. Quand on revient sur un écran 60 Hz, on se dit mais le téléphone il bug, c'est pas possible. Moi j'ai fait le test avec mon iPhone 12 parce que c'est le seul que j'avais sous la main. On a d'un côté la fluidité et de l'autre côté quand on repasse sur l'iPhone 12, on se rend compte que oui, il y a une grosse différence et on a vraiment l'impression que l'iPhone 12 bug alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai pu faire le test et c'est franchement impressionnant et surtout à la vitesse à laquelle on s'adapte à ce taux de rafraîchissement hyper rapide. C'est beaucoup plus fluide, on a l'impression de faire les choses plus rapidement quand on swipe vers le haut ou swipe vers le bas. Quand on lit, ça sera moins fluide forcément parce que on n'a pas besoin d'autant de fluidité quand on va lire. Mais quand vous ouvrez une application, ça fait vraiment cette impression de waouh, ça s'ouvre instantanément et c'est juste pour moi phénoménal. On va revenir sur ce Always on Display qui est quelque chose que je me serais jamais imaginé aimer autant. Le Always on Display, c'est vraiment incroyable quand on est sur une table. Vous avez l'heure juste à côté. Alors vous allez vous dire, mais il a une montre. Ça lui sert à quoi sa montre? Je dois vous avouer que c'est un peu con, mais c'est vraiment très pratique. Quand on est sur un bureau en train de travailler et que on a l'heure qui est en gros à côté, contrairement à par exemple sur un ordinateur, l'heure est souvent en petit. Vous avez votre téléphone et de l'autre côté, vous travaillez sur votre ordinateur. Après, est-ce que l'Always on Display, ça diminue la batterie? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas essayé de le désactiver puisque ça me va très bien. Et sachant que j'ai pas eu l'impression que ça impactait vraiment ma batterie. On reviendra sur la partie autonomie dans la fin de cette vidéo. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, moi, ça m'a pas gêné. Après, pour ceux à qui ça gêne que l'on ait tout sur notre écran, c'est-à-dire la date, l'heure, notre fond d'écran, nos notifications, la musique qui est en train d'être jouée en arrière-plan, sachez que Apple est en train de développer une fonctionnalité sur iOS 16.2 en bêta et qui permet de masquer le fond d'écran et les notifications ou juste les notifications et pas le fond d'écran. Donc ça c'est malin de la part d'Apple parce qu'ils ont écouté leurs consommateurs qui se sont plaints de cette Always on Display. Parlons maintenant de Dynamic Island. Le nom est totalement pourri mais c'est pas grave. Dynamic Island, c'est donc cette encoche qui vient remplacer la vieille encoche de Face ID en la rétrécissant puisque Apple ont réussi à regrouper les capteurs de Face ID en une petite pilule et en mettant juste à côté la caméra, ce qui fait la forme d'un i pour iPhone. Mais grâce à l'écran OLED, on peut cacher l'espace entre la petite bulle de la caméra
et la petite pilule des capteurs de Face ID pour pouvoir faire une seule pilule. Donc ça, c'est grâce à l'écran OLED qui permet d'éteindre les pixels noirs pour faire une illusion d'optique entre le hardware et le software. Concrètement, cette Dynamic Island, elle apporte quoi? Eh bien, elle apporte la possibilité d'avoir accès à différentes informations à différents moments. C'est-à-dire, lorsque vous quittez l'application musique, par exemple, comme je l'avais mentionné, vous allez avoir cette icône qui va s'afficher tout en haut sur la Dynamic Island. Elle va s'agrandir et vous pouvez taper dessus pour pouvoir agrandir cette Dynamic Island et avoir l'accès au contrôle média de la musique. Si par exemple, vous êtes dans l'application GPS et que vous quittez l'application GPS mais que la navigation est activée, eh bien, il y a la navigation qui va s'afficher sur la Dynamic Island. Et donc, cette Dynamic Island, je la trouve très pratique parce qu'elle est là quand on en a besoin. Elle nous affiche des informations quand on en a besoin et quand on n'en a pas besoin, elle se rétrécit. Ce que je trouve simplement dommage, c'est que Apple ait limité cette Dynamic Island aux iPhone 14 Pro. Mais ça, c'était un petit peu pour laisser de côté leur iPhone 14 pour qu'ils aient plus de ventes sur leur iPhone 14 Pro. Passons maintenant à la partie qui est sûrement la plus intéressante sur un smartphone aujourd'hui, c'est la partie photo. J'ai pu faire une comparaison entre l'iPhone 12, encore une fois parce que je n'avais pas l'iPhone 13, à l'iPhone 14 Pro, qui sont quand même séparés de deux générations d'iPhone et de deux catégories d'iPhone différentes. L'iPhone 14 Pro en mode selfie s'en sort plutôt pas mal. On voit que les photos sont quand même beaucoup plus claires sur l'iPhone 14 Pro que sur l'iPhone 12, même s'il y a des fois, c'est quand même compliqué de faire une différence. En mode portrait, il détourne quand même très bien les cheveux et le visage, même si l'iPhone 12 le faisait aussi bien. Maintenant, quand on passe sur la partie arrière avec le 14 Pro, ça n'a plus rien à voir au 12, puisque forcément, on a un capteur LiDAR sur le 14 Pro, là où sur les modèles qui ne sont pas Pro, on n'a pas de capteur LiDAR. Ce capteur LiDAR, il permet lui de mieux détourer les objets et les personnes. Et donc là, on a vraiment un mode portrait qui est super bien détouré, je trouve. Sur l'iPhone 14 Pro, on voit qu'on a plus de luminosité en ultra grand angle, même si parfois, on voit qu'il y a quand même un petit peu de grain. C'est un petit peu dommage, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux quand même si les photos sont très bien gérées, mais quand même en faible luminosité, on a quand même un petit peu de grain des fois qui vient s'ajouter et ça c'est un petit peu dommage. Pour le mode grand angle, on a maintenant 48 mégapixels. Alors, est-ce que 48 mégapixels ça vaut le coup ou non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai pu comparer le 48 mégapixels au 12 mégapixels. Et oui, dans certains cas, on voit qu'il y a une différence entre les deux photos. Mais il y a des fois où on n'arrive pas vraiment à voir la différence. J'ai pu faire le test avec un de mes amis. La personne en question se reconnaîtra. La différence, en fait, on l'a vu quelques fois, sur quelques photos, entre lui, il avait un iPhone 11 et moi, du coup, l'iPhone 14 Pro à côté. Et on l'a vu des fois, et des fois, on la voyait pas trop, c'était bizarre. Alors, j'ai pris quelques photos de mon côté avec l'iPhone 14 Pro en mode 12 mégapixels et en mode 48 mégapixels. Mais pour prendre des photos en 48 mégapixels, on est obligé de passer en format RAW. Et on peut voir que sur les photos que j'ai prises, eh bien, en réalité, on peut, oui, zoomer plus dans la photo, ça c'est vrai, mais il y a certains cas où la différence n'est pas énorme réellement. Je m'attendais à mieux, certes on peut zoomer plus dans la photo et avoir de meilleurs résultats quand on zoome vraiment au max, mais c'est quand même pas extraordinaire je trouve. Sachant que la photo, il faut prendre en compte ce facteur, c'est que comme c'est une photo en format RAW, on aura une photo qui sera plus cru. RAW en anglais, ça veut dire cru. Donc forcément, on a une photo qui est moins flashy, on va dire, qui est moins pétante. On voit une différence de colorimétrie un petit peu. Donc pour ma part, je suis un petit peu déçu de ce 48 mégapixels parce que je m'attendais vraiment à mieux quand ils ont annoncé que on pouvait zoomer 4 fois plus dans la photo. Alors ça, c'est la vérité, mais c'est juste que on voit pas vraiment une différence énorme. Grâce à cet objectif de 48 mégapixels, on a un zoom x2 qui vient s'ajouter au zoom x1 et au zoom
x3. Ce zoom x2 en réalité il est très pratique parce qu'il permet de prendre des photos et des vidéos dans des situations où le x1 n'était pas bien adapté à la situation et le x3 non plus. Avant, il aurait fallu prendre le x1 et zoomer dans le x1 pour avoir un x2 et qui était franchement pas terrible. Là, sur cet iPhone 14 Pro, on peut avoir un x2 mais que parfois on va privilégier au x3. À côté, en fait, le x3, des fois on se dit mais pourquoi il est là? À quoi il sert réellement? Eh bien, c'est un téléphoto, donc il est très pratique ce x3, on l'utilise quand même assez souvent. Mais quand on passe du x2 au x3, après on se dit mais pourquoi on a un téléphoto finalement? Maintenant, on a le x05, le x1, le x2, le x3 et bien entendu, on peut zoomer en photo jusqu'en x15. Mais ce zoom x15, il est très clairement pas utilisable. Vous allez pouvoir aller jusqu'à x10, x11 peut-être. Et en mode vidéo, comme on peut aller jusqu'en x9, on va peut-être pouvoir aller jusqu'à x8 pour que ça soit à peu près correct. J'ai également eu la possibilité de tester le mode macro. Je trouve que cet iPhone 14 Pro, il s'en sort vraiment très bien. C'est assez impressionnant quand on fait une photo en mode macro sur un téléphone. J'ai pu essayer de faire une photo en mode macro sur l'iPhone 14 Pro en prenant en photo l'iPhone 12. On voit les pixels de l'iPhone 12. C'est pas nouveau, ça date de l'année dernière avec le 13 Pro. Mais je trouve que ça rend vraiment bien le mode macro. On peut même zoomer dans le mode macro. Alors comment ça marche en réalité le mode macro? Donc vous vous approchez très près de l'objet et vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher en bas à gauche de l'appareil photo. Et là, vous allez pouvoir l'activer, c'est le mode macro, il y a un petit dessin avec une fleur. J'ai également pu faire des photos en mode nuit. Alors là, la différence est pas du tout flagrante. En fait, en réalité, entre l'iPhone 12 et l'iPhone 14 Pro, il y a des fois où quand on les met les deux à côté, on n'arrive pas à voir la différence. La seule différence que j'ai pu remarquer, c'est que l'iPhone 12 prend plus de temps à prendre une photo en mode nuit que l'iPhone 14 Pro. Par exemple, quand on prend une photo avec l'iPhone 12 en faible luminosité en mode nuit, on va avoir par exemple 2 secondes d'un côté à attendre pour prendre la photo et de l'autre côté sur l'iPhone 14 Pro, on va avoir 1 seconde. Mais voilà, il s'en sort quand même très bien l'iPhone 14 Pro. Moi, j'ai pu prendre des photos magnifiques avec tous les capteurs. J'ai pu comparer le x1, le x2 et le x3 et on voit que on a la même colorimétrie, mais par contre quand on compare le x1 de l'iPhone 14 Pro au x1 de l'iPhone 12 et le x05 de l'iPhone 14 Pro à celui de l'iPhone 12, eh bien on se rend compte que l'iPhone 14 Pro prend des photos plus claires que l'iPhone 12. L'iPhone 12 a quand même tendance à éclairer, à mettre beaucoup de peps dans la photo, contrairement à l'iPhone 14 Pro où là on va rester sur quelque chose d'un petit peu plus naturel. On peut le remarquer surtout avec le ciel bleu. L'iPhone 14 Pro prend des très belles photos. Maintenant on va passer à la partie vidéo. Commençons d'abord par le mode cinématique. J'avais sous-estimé ce mode, mais je trouve très pratique ce mode cinématique. Ça apporte, on va dire, une plus-value sur ce qu'on avait avec le mode vidéo. Ce qu'on peut simplement reprocher, c'est le fait que le mode cinématique n'est que en 4K 30 fps. C'est déjà bien hein, parce que l'année dernière on était en HD 30 fps au maximum. Mais Apple, j'espère qu'ils vont le passer l'année prochaine en 60 fps. Et là, ce serait... Par contre, petit désavantage de ce mode cinématique, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait assez de lumière parce que en faible luminosité, il ne fonctionne pas. Il nous propose de mettre le flash en nous disant que ça va peut-être aider pour le faire fonctionner, mais en réalité, ça ne fonctionne pas du tout. Aussi, j'ai pu comparer le mode vidéo de l'iPhone 14 Pro à celui de l'iPhone 12, notamment sur la partie stabilisation. Il faut savoir que l'iPhone 14 Pro est quand même très bien stabilisé, je trouve, quand on marche. Je dis bien quand on marche. Il a une stabilisation qui est quand même plus stabilisée, un petit peu plus stabilisée que l'iPhone 12, que ce soit en x05, en x1, en x2 ou en x3. Le plus flagrant, je trouve, c'est quand même en x05. Donc franchement, très satisfait sur la partie stabilisation. J'ai pu
du coup faire un test en marchant, mais aussi en courant. Et c'est là qu'on arrive au mode action, leur nouveau mode de stabilisation. Ce que fait l'iPhone en réalité, c'est qu'il zoome un petit peu dans la vidéo pour pouvoir avoir une meilleure stabilisation. Mais après, bien sûr, il n'y a pas que le fait que l'iPhone zoome dedans, bien entendu. On voit quand même qu'il y a une grande différence quand on court avec le mode action et sans le mode action. Aussi, là où on voit une différence en termes de stabilisation, c'est entre l'iPhone 12 et l'iPhone 14 quand on court. Donc je suis quand même très content de ce mode action, même si en réalité il faut vraiment courir avec son iPhone pour qu'on en ait l'utilité, parce que l'iPhone 14 Pro est déjà très bon en stabilisation, mais on peut quand même mettre un petit bémol sur ce mode action, c'est qu'il faut que ça soit très lumineux pour qu'on puisse l'utiliser, et même en plein jour des fois on n'arrive pas à prendre une vidéo en mode action. Il faudrait qu'on soit tout le temps au soleil pour que ça marche. J'ai oublié aussi un petit détail sur le mode portrait. En mode x1, il n'y a pas de problème. On peut prendre des photos en mode portrait en faible luminosité avec même le mode nuit. Mais par contre, quand on passe en x2 ou en x3, eh bien, on n'a pas ce mode nuit qui apparaît, mais il nous dit de repasser en x1 parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Du coup, c'est un petit peu dommage parce qu'en faible luminosité, on peut prendre des photos en mode portrait que sur le x1. Sur le x2 et le x3, il faudra mettre le flash. Pour la stabilisation vidéo, j'ai pu me filmer également en mode selfie. Je trouve qu'il stabilise quand même plutôt bien en mode selfie, que ce soit en 30 ou en 60 fps en mode 4K. Parlons maintenant de sujet qui fâche, l'autonomie. Eh bien, sur cet iPhone 14 Pro, l'autonomie a été plutôt bonne, je trouve. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai pu avoir avec l'iPhone 12. L'iPhone 12 avait un petit peu perdu de la batterie puisque j'ai eu installé quelques bêtas dessus. Donc, n'installez jamais de bêta sur votre téléphone principal, ça peut causer des dommages. Pour vous dire, une journée d'utilisation avec l'iPhone 14 Pro, avec une utilisation intensive, j'étais entre 7 et 8 heures, voire un petit peu plus que 8 heures, mais je dirais plutôt entre 7 et 8 heures. Alors, il faut savoir qu'il y a des gros problèmes de batterie, et je pense que vous êtes censé le savoir, sur iOS 16, ce qui fait que sur tous les iPhones qui sont compatibles à iOS 16, eh bien, il y a des problèmes de batterie. Forcément, sur cet iPhone 14 Pro, on ne voit pas vraiment la réalité, les vraies capacités que peut avoir cet iPhone 14 Pro, même si moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce qu'il me tient la journée, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour un smartphone de 2022. J'ai ici la version 256 Go. 256 Go, un iPhone 14 Pro, c'est 1459 €. Oui, ça fait très très cher. Pourquoi c'est aussi cher cette année? Cette année, il y a eu beaucoup d'inflation, notamment en Europe. Enfin, pas qu'en Europe, bien entendu, aux États-Unis aussi. Mais ils ont été malins, Apple. Ils ont décidé de ne pas augmenter le prix aux États-Unis pour pas que c'est trop d'influence sur le marché européen. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est toujours à 999 $ sans les taxes. Et en France, on n'est plus à 1159 € pour la version d'entrée de gamme, donc c'est-à-dire 128 Go, mais on est à 1329 € pour 128 Go. Donc ça vient du fait qu'il y a eu de l'inflation. La valeur de l'euro a baissé face à celle du dollar, elle s'est dépréciée. Est-ce que je vous conseille de l'acheter maintenant, cet iPhone 14 Pro? La réponse est simple, ça dépend de vos besoins. Ça dépend de vos besoins, mais ça dépend aussi de quel téléphone vous avez en ce moment. Si vous avez un iPhone 13 Pro, ça vaut très clairement pas la peine parce que vous n'allez pas du tout voir la différence. Vous allez avoir quoi en plus? Vous allez avoir le mode action, ok. Vous allez avoir le 48 mégapixels où on voit pas vraiment la différence. Vous allez avoir en plus le x2. Vous pouvez peut-être vous en passer au final parce qu'il y a le x3, puis il y a le x1 aussi. Et puis on peut zoomer dans le x1, même si le x2 est très pratique, ça c'est indéniable. Mais voilà, si vous avez un iPhone 13 Pro, si vous avez un iPhone 12 Pro, ou peut-être même un iPhone 11 Pro, ça n'en vaut pas la peine.
parce que vous ne verrez pas de grands changements. Attendez l'année prochaine et là, il y aura peut-être un gap générationnel. Mais par contre, si vous avez un iPhone 11 ou alors un iPhone 12 ou alors un iPhone 13 peut-être même, et bien là, si vous passez au 14 Pro, vous allez voir une différence déjà du fait de l'écran avec cette nouvelle Dynamic Island. Et bien là, vous allez voir une grande différence parce que vous allez gagner un téléphoto et un capteur LiDAR. Un capteur LiDAR qui va permettre de mieux détourer les contours d'un objet ou d'une personne. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez un iPhone classique, vous pouvez passer éventuellement au modèle Pro parce que là, vraiment, vous allez voir une différence. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je trouve personnellement que d'avoir un téléphoto, c'est vraiment très pratique. C'est justement pour ça, c'est la raison presque principale qui m'a poussé à prendre un modèle Pro parce que si vous voulez zoomer, c'est quand même assez important. J'y croyais pas au tout début quand j'avais l'iPhone 12, mais au final, quand vous passez d'un zoom x5 en numérique à un zoom x15, je peux vous dire que la différence est assez flagrante. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet iPhone 14 Pro. C'est mon opinion sur la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon test et de mon opinion aussi. Et à me dire si vous avez l'iPhone 14 Pro, ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous conseille quand même de prendre cette couleur violet. Elle est magnifique, c'est la couleur de l'année. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si c'est toujours pas fait pour voir mes prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. On peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt les passionnés. Allez, bye bye!